Moscou suffoque dans l'étreinte glacée d'une nuit de février. Le 27 février 1953 entrera dans l'histoire, non pas par des défilés ou des discours, mais par une sonnerie qui déchire le silence du Kremlin nocturne. Il est exactement 23h40. Le téléphone posé sur le bureau massif de Joseph Staline émet un timbre strident qui fend l'obscurité comme une lame. À l'autre bout du fil, Viktor Semyonovitch Abakoumov tient le combiné entre des mains tremblantes. Cet ancien ministre de la Sécurité d'État, un homme dont le passé suffirait à glacer le sang des tchéquistes les plus endurcis, sait que sa propre existence ne tient qu'à un fil. Arrêté 1 an plus tôt pour falsification dans l'affaire dite des médecins, il comprend qu'une seule chose peut encore le sauver de l'anéantissement, une information d'une valeur exceptionnelle, et cette information, il la possède. Yossif Vissarionovitch. Sa voix résonne, sourde, comme si elle remontait d'une tombe qu'il aurait lui-même creusée. J'ai en ma possession des documents d'une importance capitale. Cela concerne le maréchal Zhoukov. Staline garde le silence. Cette pause s'étire, interminable. Dehors, le vent balaie des flocons de neige sur les pavés de la place rouge, et dans le bureau, le temps semble s'être figé. Enfin, la voix du chef suprême laisse tomber un seul mot. Parlez. Abakoumov déglutit. C'est son dernier pari, sa seule chance. Le dossier marqué du sceau absolument secret, qu'il conservait comme une police d'assurance, devient désormais son laissez-passer vers la vie ou sa condamnation à mort, la sienne et celle du plus glorieux commandant de la Grande Guerre patriotique. Je détiens des sténogrammes de pourparlers confidentiels entre le maréchal Zhoukov et des représentants du commandement allié. Ils datent de mai 1945, à Berlin. Les entretiens ont eu lieu avec le général Eisenhower et le général Bradley. Staline craque une allumette pour allumer sa pipe. Un souffle lourd traverse le combiné. Continuez. Il y a une phrase, Yossif Vissarionovitch, une phrase qui pourrait être interprétée comme un abus de pouvoir. Zhoukov a dit aux Américains, si les politiques ne s'entendent pas, la responsabilité doit revenir aux militaires, mot pour mot, consigné par notre agent dans l'entourage d'Eisenhower. Le silence devient palpable, épais comme du coton. Staline tire longuement sur sa pipe. La fumée s'élève vers le plafond en volutes lentes, semblables à des fantômes des décisions passées. C'est tout ? Non, camarade Staline, ce n'est que le commencement. Abakoumov parle désormais plus vite, comme s'il craignait d'être interrompu, que la ligne soit coupée, que sa chance ne file entre ses doigts comme du sable. J'ai un dossier trophée, rassemblé par nos hommes en Allemagne, juste après la capitulation. On y trouve un inventaire détaillé des biens que le maréchal Zhoukov a fait expédier vers Moscou pour son usage personnel. Tableaux, mobilier, tapis, vaisselle, antiquités. La valeur totale s'élève à plusieurs millions de roubles au cours d'avant-guerre. Tout cela a été enregistré officiellement comme des trophées destinés au musée, mais s'est retrouvé dans les résidences privées du maréchal. Son appartement moscovite, sa datcha à Sokolniki. Staline se tait, mais Abakoumov sent que le chef écoute avec attention. Chaque mot est pesé, chaque fait vérifié dans l'esprit d'un homme dont la mémoire est légendaire. Y a-t-il d'autres témoignages ? Abakoumov poursuit, sentant une sueur froide couler le long de son dos. D'anciens subordonnés du maréchal, des officiers qui évoquent le fait que Zhoukov aurait rassemblé des informations compromettantes sur la direction du parti. Je ne peux l'affirmer avec certitude, mais les rumeurs sont persistantes. Il aurait préparé une assurance personnelle en cas de bouleversement politique. C'était un mensonge partiel, sucré de vérité, comme on sucre un poison pour mieux le faire avaler. Abakoumov improvise, complétant un tableau destiné à convaincre Staline de la nécessité d'agir, mais le fondement était réel. Les sténogrammes existaient, les trophées existaient, et cela suffisait à attiser la suspicion dans l'âme d'un homme pour qui la méfiance était une seconde nature. « Apportez les documents demain à 10h du matin », prononce Staline.
et il raccroche. Abakoumov s'effondre dans son fauteuil, sentant ses jambes se dérober. Il l'a fait. Il a jeté l'os et celui-ci est tombé pile aux pieds du prédateur. Il ne restait plus qu'à attendre. Le fauve dévorerait-il celui qu'on lui désignait ou se retournerait-il contre celui qui avait osé montrer du doigt? Le 28 février commence pour Staline par l'étude du dossier apporté par Abakoumov. La garde le conduit précisément à 10 heures. Il paraît hagard, vieilli de 10 ans en une seule année de détention. Mais ses yeux brillent, le regard d'un homme qui vient d'apercevoir une lueur d'espoir. Staline ne se presse pas. Il lit lentement, suivant du doigt les lignes du texte dactylographié. Les sténogrammes sont authentiques, cela se sent au style, aux détails qu'on ne pourrait inventer. Djoukov a réellement parlé aux Américains de l'avenir, du rôle des militaires, de ce qui pourrait advenir si les politiques échouaient à préserver la paix. Si les politiques ne s'entendent pas, la responsabilité doit revenir aux militaires. Staline relit 3 fois cette phrase. Chaque mot pris isolément est anodin, mais assemblé, ils dessinent un tableau qui ne peut signifier qu'une chose. Djoukov se voit lui-même en arbitre, en juge des politiques, peut-être même au-dessus de Staline lui-même. Cela est inadmissible. Le chef repose les sténogrammes et prend le document suivant, l'inventaire des biens trophées. La liste stupéfie. 37 tableaux de vieux maîtres, 120 kg de vaisselle d'argent, 18 tapis persans, du mobilier d'ébénistes français du XVe siècle, une collection de porcelaine issue du château de Blisdren. Tout cela pour un homme qui touchait une solde de maréchal et devait se contenter d'une datcha d'État et d'une voiture de fonction. Staline referme le dossier et fixe Abakoumov, qui se tient debout, n'osant s'asseoir bien qu'aucune invitation ne lui ait été faite. Qui d'autre a vu ces documents? Personne, Iosif Vissarionovitch. Je les conservais séparément des archives principales, au cas où ils seraient nécessaires. Nécessaires à qui? La voix de Staline se fait douce, presque caressante. Une voix qui annonce toujours le malheur. À l'État, camarade Staline, uniquement à l'État. Le chef sourit avec ironie. Il comprend le jeu. Abakoumov marchande sa vie, offrant la tête de Djoukov en échange de la sienne. Un marché primitif, mais non moins efficace pour autant. Vous pouvez partir, silence absolu sur notre entrevue. Si un seul mot venait à filtrer, vous en répondriez de votre tête, votre propre tête, Viktor Semyonovitch. Abakoumov hoche la tête et recule vers la porte. Il vient de comprendre qu'on ne le fusillera pas encore. Mais le prix de ce sursis, c'est le destin du plus célèbre chef militaire du pays. Les 2 jours suivants, Staline les consacre à la réflexion. Djoukov représente un problème depuis longtemps déjà. Trop populaire, trop indépendant, trop convaincu de son irremplaçabilité. Après la guerre, on l'avait déjà expédié en province, à la tête du district militaire d'Odessa, puis de celui de l'Oural. Mais chaque fois, on l'avait rappelé, car nul autre ne pouvait le remplacer dans les situations critiques. Désormais, la situation critique était d'une toute autre nature. Staline le ressent, le temps presse. Il a 73 ans, sa santé le trahit de plus en plus souvent. Autour de lui tournoient des vautours, Beria, Malenkov, Khrouchtchev. Chacun tire la couverture à soi, chacun construit des plans pour l'avenir, un avenir sans lui, sans Staline. Et dans cette partie, Djoukov constitue une pièce particulière. Les militaires l'aiment, le peuple se souvient de lui. Il pourrait devenir la force qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre après la mort du chef suprême. Cela, il ne fallait pas le permettre. Mais éliminer purement et simplement Djoukov était impossible, trop bruyant, trop dangereux. Il fallait un moyen de neutraliser le maréchal sans le transformer en martyr, sans créer de précédents susceptibles d'unir les militaires contre la direction du parti. Staline ouvre le dossier personnel de Djoukov, une épaisse chemise remplie de caractéristiques, de rapports, de dénonciations.
Il lit et voit se dessiner un homme ambitieux, coléreux, direct, incapable d'intriguer, méprisant les jeux de coulisses, un soldat par nature, habitué à résoudre les problèmes de front. C'était là sa faiblesse, et l'on pouvait s'en servir. Le 1er mars, Staline convoque le chef de sa garde personnelle. L'entretien est bref. Le 2 mars à 21h, une rencontre est fixée avec le maréchal Zhukov. Prétexte, discussion de questions stratégiques de défense. Personne ne doit connaître le véritable objectif de cette rencontre. L'entretien doit être enregistré par un dispositif dissimulé, à l'insu du maréchal. Après l'entrevue, renforcer la sécurité de toutes les issues du Kremlin, au cas où il faudrait appréhender Zhukov immédiatement. Le piège se referme, il ne reste plus qu'à attendre que la proie y pénètre d'elle-même. Le 1er mars, en fin de journée, Staline appelle son chef de garde personnel, le général-colonel Vlassik. Nikolaï Sidorovitch sert le chef suprême depuis plus de 20 ans, connaît toutes ses habitudes, tous ses secrets. Il n'est pas un simple garde du corps, mais une ombre qui suit Staline partout. « Nikolaï Sidorovitch », dit Staline d'une voix basse mais où résonne l'acier. « Demain soir, j'ai un entretien avec le maréchal Zhukov, à 21h. Assurez ce qui suit. » Vlassik sort son carnet et se prépare à noter. Premièrement, l'entretien doit être enregistré intégralement, sans coupure. Installez les microphones de manière à ce que Zhukov ne les remarque pas. Vérifiez l'équipement 2 fois, aucune défaillance n'est tolérée. Ce sera fait, Iosif Vissarionovitch. Deuxièmement, dès le début de la rencontre, renforcez la garde de toutes les issues du Kremlin, les portes de la Trinité, de Borovitsk, du Sauveur, partout des postes supplémentaires. Personne n'entre, personne ne sort sans mon autorisation personnelle. Vlassik lève les yeux de son carnet, mais garde le silence. Il comprend. De telles mesures ne se prennent que lorsqu'on prévoit une arrestation. Troisièmement, préparez une voiture et un groupe d'escorte. Si je donne l'ordre, le maréchal devra être conduit immédiatement à la Loubianka, sans bruit, sans témoin. Étudiez l'itinéraire à l'avance, prévoyez également une variante de secours. Compris, camarade Staline. Et pour finir, Nikolaï Sidorovitch, le plus important de notre conversation, pas un mot à quiconque, même à vos adjoints, même aux membres du Politburo. Si une seule personne apprend cette rencontre avant l'heure, vous en répondrez personnellement. Vlassik hoche la tête. Il connaît le prix de tels mots. Ce n'est pas une menace, c'est une simple constatation de fait. Vous pouvez disposer. Demain à 18h, rendez-moi compte de l'état de préparation. Quand la porte se referme derrière le général, Staline retourne vers la fenêtre. Le plan est prêt, le mécanisme est enclenché. Il ne reste qu'à attendre que tous les rouages commencent à tourner selon le rythme fixé. Le 2 mars commence pour Staline à 6h du matin. Il se réveille toujours tôt, malgré son habitude de travailler tard dans la nuit. Le sommeil est pour lui un luxe qu'il ne peut se permettre. Trop d'ennemis, trop de menaces, trop d'affaires en suspens. Au petit déjeuner, du thé fort, du pain noir avec du fromage, les journaux. Il repasse une fois de plus mentalement l'entretien du soir, chaque phrase, chaque silence, chaque réponse possible de Zhukov. Le chef suprême est perfectionniste. Il ne tolère l'improvisation là où tout peut être calculé à l'avance. Dans la journée, entre les réunions de routine et les rapports des ministres, Staline relit plusieurs fois les sténogrammes des conversations de Zhukov avec les Américains. Il s'attarde particulièrement sur cette fameuse phrase concernant les militaires prenant sur eux la responsabilité. On pouvait l'interpréter de diverses manières. On pouvait y voir une réflexion innocente sur le rôle de l'armée en temps difficile, mais Staline choisit une autre lecture, celle qui transforme les mots du maréchal en crime politique. La responsabilité doit revenir aux militaires. Cela sonnait comme une disposition au coup d'État, comme une allusion au fait que l'armée pourrait et devrait intervenir dans la politique si la direction civile s'avérait défaillante. Pour Staline, qui toute sa vie a redouté les complots militaires et tenu ses généraux en bride, ces mots étaient un chiffon rouge devant un taureau. Vers le soir, alors que la nuit commence à tomber derrière les fenêtres,
Vlasic entre dans le bureau. Son visage ne trahit aucune émotion, le visage d'un soldat exécutant un ordre. Camarade Staline, tout est prêt. L'équipement a été vérifié 2 fois, il fonctionne parfaitement. La garde a été renforcée, les postes sont en place. La voiture avec le groupe d'escorte est en réserve, l'itinéraire est convenu. Bien, quand le maréchal arrivera, conduisez-le directement chez moi. Sans retard, sans questions superflues. Qu'il pense qu'il s'agit d'une visite ordinaire. Ce sera fait. Staline hoche la tête, signifiant que l'entretien est terminé. Une fois la porte refermée, il se verse de l'eau du carafon posé sur la table. Sa main est ferme, sans le moindre tremblement. 73 ans, mais des nerfs d'homme de 20 ans. Il s'approche du miroir accroché au mur, contemple son reflet. Moustache grisonnante, rides profondes, des yeux sans la moindre trace de doute. Cet homme dans le miroir gouverne le 6e de la surface du globe. Cet homme décide du sort de millions d'existences d'un simple trait de plume. Et aujourd'hui, il décidera du sort du plus glorieux commandant de l'Union soviétique. Staline sourit à son reflet. Zhukov se croit invincible parce qu'il a gagné la guerre. Mais il a oublié une vérité simple. À la guerre, on triomphe grâce au nombre de chars et d'avions. En politique, on triomphe grâce à une meilleure compréhension de la nature humaine, et Staline la comprenait à la perfection. À 19h précises, un billet est envoyé à la chancellerie du Kremlin, à l'attention du maréchal Zhukov. Un courrier le livre à son domicile à 19h30. Le texte est laconique, presque sec. Je vous prie d'être dans mon bureau le 2 mars à 21h pour discuter de questions de planification stratégique. J. Staline. Rien ne trahit le véritable objectif de la rencontre. Une formulation ordinaire, un ton ordinaire. Zhukov ne devait soupçonner rien d'inhabituel. Il devait arriver calme, sûr de lui, prêt pour une conversation professionnelle sur les affaires militaires. Il devait arriver sans savoir qu'il entrait dans une cage sans issue. Staline s'assoit dans son fauteuil et pose devant lui le dossier des documents. Les sténogrammes, l'inventaire des trophées, les rapports sur la formation du cercle d'officiers dévoués, tout est disposé dans un ordre précis. Chaque document est un coup, chaque accusation est un pas vers le gouffre. Le chef suprême saisit sa pipe, la bourre de tabac frais, l'allume. La fumée s'élève lentement vers le plafond. Dans le bureau règne un silence, ce silence particulier et oppressant qui précède l'orage. L'horloge murale égrène les minutes, avec régularité. 20 heures. Quelque part dans le Moscou nocturne, en direction du Kremlin, roule le maréchal Zhukov, sans se douter que ce trajet marquera le point de basculement de sa biographie. 20h45, 15 minutes avant le début. Staline ferme les yeux et repasse une dernière fois tout le scénario dans son esprit. Début confiant, souvenir de guerre. Silence, virage brutal vers les accusations. Sténogramme, trophée, complot, acculé. Attendre l'explosion émotionnelle, fixer ses paroles, les utiliser contre lui. Tout est calculé, tout est prêt. 20h58. En bas, devant l'entrée du Kremlin, une pobieda noire s'immobilise. Un homme de haute taille en uniforme de maréchal en descend. La sentinelle rend les honneurs. Zhukov hoche la tête et se dirige vers la porte familière. 21h. Le piège se referme. Georges Konstantinovitch Zhukov gravit l'escalier familier du Kremlin et chaque marche renvoie un écho sourd dans le couloir désert. 21h03. Il a 3 minutes de retard, mais cela n'a aucune importance. Staline ne commençait jamais un entretien précisément à l'heure fixée, préférant faire un peu patienter son interlocuteur. Le maréchal est calme, son uniforme de parade est impeccablement repassé. Les décorations ornent sa poitrine, 4 étoiles d'or de Héros, 2 ordres de la victoire, une multitude d'autres distinctions scintillant sous les lustres du Kremlin. Il est habitué à ce genre de rencontres. Depuis 8 ans, depuis la fin de la guerre, elles se sont multipliées. On y discutait stratégie, armement, questions de personnel. La routine de la grande politique dans laquelle le maréchal ne se sentait pas totalement à l'aise, mais où il avait appris à survivre.
L'aide de camp ouvre la porte de l'antichambre. Une autre porte, massive, tendue de cuir, mène au bureau du chef suprême. Joukov le sait, derrière elle se décide le sort du pays. Ce soir, il ignore que c'est son propre sort qui va s'y jouer. « Maréchal Joukov, camarade Staline vous attend », prononce la sentinelle en ouvrant la porte. Le bureau accueille Joukov dans son décor habituel. Une longue table couverte de cartes et de documents, des bibliothèques le long des murs, des portraits des fondateurs du marxisme. Et au centre de tout cela, une silhouette de taille modeste, en vareuse sans épaulettes, une pipe à la main. Staline se tient près de la fenêtre contemplant le Moscou nocturne. « Entrez, Georges Konstantinovitch. Sa voix est basse, presque affable. Asseyez-vous, voulez-vous du thé ?»« Merci, Yossif Vissarionovitch. » Joukov s'assoit dans le fauteuil face au bureau. Staline se détourne de la fenêtre et s'avance sans hâte vers sa place. Il s'assoit, tire sur sa pipe. La fumée monte vers le plafond en volute lente. « Vous savez, Georges Konstantinovitch, je repensais récemment à 1942, à Stalingrad. Vous souvenez-vous du plan d'encerclement de l'armée de Paulus que vous m'aviez présenté ? J'avais des doutes à l'époque. Une opération trop vaste, trop de variables, mais vous insistiez, et vous aviez raison. » Joukov se détend. Staline commence rarement ses entretiens par des souvenirs de guerre. C'est bon signe. Le chef est visiblement de bonne humeur. L'opération Uranus était risquée, mais nécessaire, camarade Staline. Nous avions correctement calculé les forces et les capacités de l'adversaire. Les unités roumaines et italiennes sur les flancs n'auraient pas résisté à un choc puissant. C'est bien cela, approuve Staline avec un sourire au coin des lèvres. Un calcul juste. Cela a toujours été votre point fort, Georges Konstantinovitch. Voir les faiblesses de l'adversaire et frapper sans hésitation. Le maréchal se permet un léger sourire. Un éloge venant de Staline était chose rare. « Et Koursk, poursuit le chef suprême, comme se laissant aller à d'agréables souvenirs. Je voulais porter un coup préventif, et vous m'avez convaincu d'épuiser d'abord les Allemands en défense. Combien de jours cela a-t-il pris ? 50 ? 48 jours, Yossif Vissarionovitch. Nous avons transformé le saillant de Koursk en forteresse, 6 lignes de défense, des milliers de canons anti-chars, des champs de mines. Quand les Allemands sont passés à l'offensive, ils se sont enlisés comme des mammouths dans un marais. Et ensuite vous êtes passé à la contre-offensive et avez atteint le Dniepr. » Staline tire sur sa pipe. C'était le bon temps, Georges Konstantinovitch, des temps simples. L'ennemi était clair, la tâche évidente. Joukov se raidit intérieurement. Dans ces mots, temps simple, résonnait une note qui ne lui plaisait guère, comme si le chef suprême laissait entendre que les temps étaient devenus plus complexes désormais. « La guerre est toujours plus simple que la paix, camarade Staline, dit prudemment le maréchal. À la guerre, les règles sont claires, vaincre ou périr. En temps de paix, tout devient confus. » Justement, justement. Staline lève les yeux vers Joukov et dans ce regard, le maréchal aperçoit soudain quelque chose qui lui glace l'échine. En temps de paix, tout devient effectivement confus, surtout lorsqu'il s'agit de paroles prononcées aux mauvaises personnes, au mauvais moment. Un silence pesant s'installe dans l'air, lourd comme un nuage de plomb avant l'orage. Staline ouvre le dossier posé devant lui. Le geste est lent, presque théâtral. Joukov sent son cœur s'accélérer. Quelque chose ne tourne pas rond, ce n'est pas un entretien ordinaire. Mais 1945, prononce le chef suprême en regardant les documents. Berlin. Vous avez rencontré le général Eisenhower et le général Bradley. Vous avez discuté de l'avenir du monde d'après-guerre, du partage des zones d'occupation, du rôle des Alliés. Vous vous souvenez de cette rencontre ? Bien sûr que je m'en souviens, Yossif Vissarionovitch. Les rencontres avec le commandement allié étaient nombreuses. Cela relevait de mes fonctions de commandant de front. Naturellement. Staline hoche la tête. Cela en relevait.
Mais voici ce qui m'intéresse, Georges Konstantinovitch. Relevait-il de vos fonctions de dire aux généraux américains ce qui suit ? Il saisit une feuille de papier et commence à lire, en détachant chaque mot. Si les politiques ne s'entendent pas, la responsabilité doit revenir aux militaires. Ce sont vos mots. Zhukov pâlit. D'où ? Comment ? Ces conversations étaient informelles, presque amicales. Aucun procès-verbal, aucun témoin, seulement des interprètes. Yossif Vissarionovitch, cela a été dit dans un autre contexte. Nous discutions de la nécessité de coordonner les actions de l'armée si les directions politiques des deux pays ne parvenaient pas rapidement à s'entendre sur des questions techniques de délimitation des zones. Des questions techniques, coupe Staline, et sa voix se fait plus froide. Georges Konstantinovitch, lorsqu'un homme militaire dit à des étrangers que l'armée doit assumer la responsabilité à la place des politiques, ce n'est pas une question technique, c'est une déclaration politique. Bien plus, c'est une déclaration qui peut être interprétée comme une disposition de l'armée à agir indépendamment de la direction civile. Mais je ne voulais pas dire... Que vouliez-vous dire, Georges Konstantinovitch ? Ce n'est pas si important que ce que vous avez dit. Et comment cela a-t-il pu être compris par les Américains ? Et comment le comprends-je, moi ? Zhukov sent le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas une discussion, c'est un interrogatoire. Mais pour quelle raison ? Pour des paroles vieilles de 8 ans, arrachées à leur contexte. Camarade Staline, si ma formulation était malheureuse, je vous présente mes excuses. Mais ma loyauté envers le parti et envers vous personnellement n'a jamais été mise en doute. J'ai servi l'Union soviétique toute ma vie. Vous avez servi, convient Staline, et pas mal servi d'ailleurs, ce qui vous a valu toutes vos décorations, tous vos grades et tous vos, avantages. Il tire du dossier un autre document. Zhukov le reconnaît aussitôt. L'inventaire, ce même inventaire qu'il avait vu autrefois lorsqu'il organisait l'envoi des trophées d'Allemagne. 37 tableaux de vieux maîtres, commence à énumérer Staline. 120 kg de vaisselle d'argent, 18 tapis persans. Du mobilier français du XVe siècle, de la porcelaine de Dresde. Tout cela, si l'on en croit les documents, devait être envoyé dans les musées soviétiques, mais s'est retrouvé, on ne sait comment, dans votre appartement moscovite et dans votre datcha de Sokolniki. Comment expliquez-vous cela, camarade maréchal ? Zhukov se lève, ne pouvant plus se contenir. C'était une insulte. Il avait pris des trophées, oui, mais tout le monde en prenait. C'était la norme, une règle tacite. Les vainqueurs avaient droit à une part du butin. Jamais personne n'avait remis cela en question. Yossif Vissarionovitch, je ne comprends pas où vous voulez en venir. S'il s'agit de trophées, j'ai agi dans le cadre de la pratique existante. Tous les commandants de front recevaient ce droit. Tous les commandants recevaient le droit, coupe Staline sans élever la voix, à des souvenirs, des objets commémoratifs, mais non à l'exportation de collections entières dont la valeur se chiffre en millions. Vous vous êtes approprié des biens de l'État, Georges Konstantinovitch, des biens de l'État qui auraient dû aller au musée, au bénéfice du peuple. C'est faux. Zhukov ne se maîtrise plus, sa voix se fait plus forte. Je n'ai jamais volé l'État, tout ce que j'ai pris était un butin légal. Légal. Staline se lève de derrière son bureau. Malgré sa petite taille, il s'est donné l'impression de remplir tout l'espace. Qui vous a donné le droit de décider ce qui est légal et ce qui ne l'est pas ? Qui a autorisé ces acquisitions ? Montrez-moi un document portant ma signature, autorisant l'exportation de biens muséaux pour usage personnel. Zhukov se tait. Un tel document n'existait pas et ne pouvait pas exister. Vous voyez bien, poursuit Staline, il n'y a pas de document, mais il y a des tapis, il y a des tableaux, il y a de l'argenterie.
Et cela soulève des questions, Georges Konstantinovitch, des questions sur la mesure dans laquelle vous comprenez la frontière entre servir la patrie et se servir soi-même. Le maréchal serre les poings, l'humiliation le brûle intérieurement. Il a pris d'assaut Berlin, il a reçu la capitulation de l'Allemagne, il a sauvé Moscou en 1941, quand les Allemands se tenaient à 30 km du Kremlin, et maintenant on l'interroge pour des tapis. Si vous me considérez comme un voleur, camarade Staline, dites-le franchement. La voix de Zhukov tremble d'une colère contenue. Mais soyons honnêtes, suis-je un voleur ou suis-je un héros de guerre? Car on ne peut être les deux à la fois. On le peut, répond calmement Staline. L'histoire connaît de nombreux exemples d'hommes qui ont accompli de grandes choses tout en ayant des défauts. La question est de savoir si les mérites l'emportent sur les défauts, et si l'homme est prêt à reconnaître ses erreurs. Il retourne à son bureau, s'assoit, tire de nouveau sur sa pipe. Son regard est froid, évaluateur. Mais il y a encore une question, Georges Konstantinovitch, une question qui m'inquiète davantage que tout le reste, une question sur vos hommes. Quels hommes? Ces officiers qui vous sont dévoués, plus qu'au parti, plus qu'à l'État. Ceux qui ont traversé toute la guerre avec vous et occupent aujourd'hui des postes clés dans l'armée, ce cercle que vous avez créé autour de vous. Zhukov sent le froid le pénétrer jusqu'aux os. C'est pire que toutes les accusations précédentes. C'est une allusion à un complot, à la formation d'une armée personnelle. C'est un article pour lequel on fusillait sans procès ni instruction. « Je n'ai aucun cercle, s'écrie-t-il. Je n'ai jamais formé de groupement. Si des officiers avec qui j'ai fait la guerre me respectent, ce n'est pas ma faute. » Pas votre faute, répète Staline, mais votre responsabilité, car dans l'armée, Georges Konstantinovitch, il ne doit pas y avoir d'attachement personnel. Il ne doit y avoir que la discipline et l'obéissance à la direction du parti. Quand un maréchal s'entoure d'hommes qui lui sont personnellement dévoués, cela crée une menace pour l'État, comprenez-vous ? Je ne comprends qu'une chose, Zhukov ne peut plus se contenir. Vous m'accusez de trahison, de préparer un complot. C'est absurde. Une absurdité à laquelle je ne crois pas. J'ai donné toute ma vie à ce pays. J'ai versé mon sang pour ce pays. Calmez-vous, Georges Konstantinovitch. La voix de Staline est douce, mais elle contient un fer qui fait taire Zhukov au milieu de sa phrase. Le chef suprême se lève et s'approche de la fenêtre. Derrière la vitre, la nuit, les lumières de Moscou. Un pays sans limite qu'il gouverne. Il parle sans se retourner et ses mots tombent comme des pierres dans l'eau. Je ne vous accuse pas de complot, Georges Konstantinovitch. Je vous accuse d'imprudence, d'avoir oublié une vérité simple. La guerre est finie, mais la vigilance ne doit jamais l'être. Vous vous êtes relâché, vous avez commencé à vous croire intouchable, à trop parler, à trop prendre, à vous entourer de trop de gens, et cela vous a rendu vulnérable. Il se tourne face au maréchal. Savez-vous ce qu'il y a de plus terrible pour un État? Ce n'est pas l'ennemi extérieur, on peut vaincre un ennemi. Le plus terrible, c'est la faiblesse intérieure. Quand les hommes sur lesquels repose le pouvoir commencent à penser qu'ils sont au-dessus de ce pouvoir, que leur mérite leur donne droit à une situation particulière, que ce qui est interdit aux autres leur est permis à eux. Je n'ai jamais pensé ainsi. Alors, pourquoi avez-vous tenu ces propos aux Américains sur la responsabilité des militaires? Demande sèchement Staline. Pourquoi avez-vous exporté des biens muséaux? Pourquoi s'est formé autour de vous un cercle d'officiers personnellement dévoués? Si vous ne pensiez pas avoir droit à plus que les autres, alors pourquoi tout cela est-il arrivé? Zhukov se tait, car il n'a pas de réponse. Ou plutôt, il en a une, mais elle ne peut être prononcée à voix haute. Oui, il pensait avoir mérité un traitement particulier. Oui, il pensait qu'un homme ayant sauvé le pays avait droit à certains privilèges. Oui, il se voyait non comme un simple rouage de la machine étatique, mais comme une figure d'envergure historique. Et c'est précisément cela qui allait le perdre. Iosif Vissarionovitch, prononce enfin le maréchal, et sa voix est sourde,
presque sans vie. Si vous me jugez coupable, si vous considérez que je représente une menace pour l'État, je suis prêt à accepter n'importe quelle punition, y compris la plus sévère. Mais sachez que je n'ai jamais été un traître. Jamais. Staline le regarde longuement, avec évaluation, puis hoche la tête, comme s'il venait de prendre une décision. « Asseyez-vous, Georges Konstantinovitch, nous devons encore parler. » Djoukov se laisse retomber dans le fauteuil. Ses mains tremblent, non de peur, mais de rage et d'humiliation. Il se sent comme une bête traquée à qui l'on n'a laissé aucune issue. Tous les ponts sont brûlés, tous les arguments réfutés, toutes les justifications rejetées. Il ne reste plus que la capitulation. Mais le maréchal Djoukov n'a pas l'habitude de capituler. Staline retourne à sa place derrière le bureau, s'assoit sans hâte, reprend sa pipe, l'allume lentement, comme si le temps ne comptait plus. La fumée s'élève vers le plafond, et dans cette pause, dans ce silence, on sent quelque chose de sinistre. Le chef suprême attend visiblement quelque chose. Peut-être un aveu définitif, peut-être une supplique de pitié. Djoukov n'a l'intention ni d'avouer, ni de supplier. « Camarade Staline » commence-t-il, et sa voix est ferme malgré la tension intérieure. « Avant que vous ne preniez une décision concernant mon sort, je dois vous dire quelque chose. Une information que je considérais de mon devoir de vérifier avant de vous en faire rapport. Mais me taire à ce sujet maintenant serait un crime. » Staline lève les sourcils. Une lueur de curiosité passe dans son regard, sincère ou feinte, Djoukov ne saurait le dire. « Parlez. » Le maréchal prend une profonde inspiration. Ce qu'il s'apprête à dire est sa dernière carte, l'atout qu'il gardait pour le cas le plus extrême. L'information lui était parvenue 1 mois plus tôt, d'un homme en qui il avait une confiance absolue, un colonel du service médical travaillant dans le système de santé du Kremlin, un homme qui voyait et entendait plus qu'il n'était permis. J'ai des raisons de croire qu'il existe une menace dirigée personnellement contre vous, Yossif Vissarionovitch. Une menace sérieuse venant d'un homme que vous considérez comme votre allié. Staline ne change pas d'expression, seulement ses doigts serrent un peu plus fort le tuyau de sa pipe. Continuez. Lavrenti Pavlovitch Beria, prononce Djoukov. Et ce nom résonne dans le silence du bureau comme un coup de feu. D'après les renseignements que j'ai reçus de ma source dans les milieux médicaux, il élabore un plan pour vous éliminer. L'élimination du chef de l'État. Un plan conçu pour ressembler à une mort naturelle, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, quelque chose qui n'éveillerait aucun soupçon. Un silence s'installe. Staline observe Djoukov, immobile, et il est impossible de deviner ce qui se passe dans l'esprit de cet homme. Croit-il ce récit, ou y voit-il une tentative désespérée de salut, ou bien cette information confirme-t-elle ses propres soupçons ? « D'où tenez-vous ces renseignements » demande enfin le chef suprême, d'une voix égale, sans la moindre émotion. Du colonel Sergueï Mikhailovitch Vinogradov, chef du service de thérapeutique de l'hôpital du Kremlin. Il a été témoin d'une conversation entre Beria et le professeur Konchalovsky. La conversation portait sur des préparations médicamenteuses. Et quand cette conversation a-t-elle eu lieu ? Il y a 3 semaines, le 15 février. Vinogradov se trouvait par hasard dans le cabinet voisin et les a entendus à travers la porte entr'ouverte. Il n'a pas saisi immédiatement le sens de ce qu'il avait entendu, mais il a ensuite rapproché les faits et est venu me trouver, car il ne savait à qui d'autre il pouvait faire confiance. Djoukov parle vite, craignant que Staline ne l'interrompe avant qu'il n'ait tout dit. Il sait que cela ressemble au délire d'un paranoïaque, à l'invention d'un homme désespéré prêt à tout mensonge pour sauver sa peau, mais c'était la vérité. Du moins, Djoukov croyait que c'était la vérité. « Pourquoi Vinogradov est-il venu vous trouver, précisément vous » demande Staline. « Pourquoi pas les organes de sécurité ? Pourquoi pas directement moi ?» Parce que Beria contrôle les organes de sécurité, Yossif Vissarionovitch. Le ministère de l'Intérieur est entre ses mains.
À qui pourrait-il faire confiance là-bas? Vers qui Vinogradov pouvait-il se tourner sans risquer d'être arrêté pour calomnie envers un membre du Politburo? Il est venu me trouver parce qu'il savait que je ne craignais pas Beria et que j'avais les moyens de transmettre l'information directement jusqu'à vous. Staline se renverse dans son fauteuil, ferme les yeux. Ses doigts tambourinent sur l'accoudoir, le seul signe qu'un travail intense de la pensée se dissimule sous ce calme apparent. Le maréchal attend. Les secondes s'étirent, douloureusement longues. Il comprend que tout se joue maintenant. Soit Staline le croira, soit il verra dans cela une ultime tentative de manipulation. Et alors Zhukov connaîtra le sort de ceux qui ont tenté de tromper le chef suprême, un sort rapide et sans agrément. Georges Konstantinovitch, prononce enfin Staline en ouvrant les yeux, comprenez-vous la gravité de ce que vous dites? Accuser un membre du Politburo, le chef des organes de sécurité, de préparer un attentat contre le chef de l'État, c'est soit une trahison de sa part, soit une calomnie de la vôtre. Il n'y a pas de troisième voie. Je le comprends, camarade Staline, et je suis prêt à répondre de mes paroles. Si l'information s'avère fausse, je mérite n'importe quelle punition. Mais si elle est vraie, me taire serait une trahison. Staline se lève, s'approche de la fenêtre, reste debout, regardant le Moscou obscur. Quand il parle, sa voix se fait songeuse, presque philosophique. Savez-vous ce qu'il y a de plus difficile dans la conduite d'un État, Georges Konstantinovitch? Ce n'est pas prendre des décisions, ni planifier des opérations, ni diriger des hommes. Le plus difficile, c'est de savoir en qui on peut avoir confiance. Car tous désirent le pouvoir, tous tissent des intrigues, tous attendent le moment de porter un coup. Il se tourne vers Zhukov. Beria est un homme dangereux, intelligent, impitoyable, ambitieux. Il contrôle les structures de force. Il détient des dossiers sur chacun de nous. Il connaît tous les secrets, toutes les faiblesses, tous les péchés. Et oui, je n'exclus pas qu'il puisse envisager quelque chose de ce genre. Non parce que votre Vinogradov l'a entendu, mais parce que c'est logique. J'ai 73 ans, ma santé n'est plus ce qu'elle était. Tôt ou tard viendra l'heure d'un successeur, et Beria veut être ce successeur. Zhukov écoute, retenant son souffle. Staline parle avec une franchise qu'il n'a jamais montrée. C'est étrange, inquiétant, étrangement. Mais voici ce qui est intéressant, poursuit le chef suprême. Vous m'apportez cette information précisément maintenant, précisément au moment où vous êtes vous-même sous suspicion, où une punition sévère vous menace. C'est une coïncidence bien opportune, ne trouvez-vous pas? Je comprends l'allure que cela peut prendre. Zhukov se redresse dans son fauteuil, mais j'ai appris cela il y a 3 semaines. J'ai alors entamé ma propre enquête, vérifié les informations, parlé à des gens en qui j'ai confiance, rassembler des confirmations. Je voulais venir vous voir avec des faits, non des rumeurs. Et vous les avez rassemblés? Pas complètement, mais suffisamment pour considérer la menace comme réelle. Dans l'entourage de Beria, il y a des hommes qui discutent en secret de l'avenir après vous. Ils ne parlent pas d'assassinat directement, mais les allusions sont assez transparentes. Ils se préparent à une transition de pouvoir et s'y préparent activement. Staline revient vers le bureau. Son regard se durcit. Donnez-moi des noms. Zaveniaguine, Merkulov, Kaboulov, énumère Zhukov. Tous issus de l'entourage immédiat de Beria. Tous occupent que des postes clés dans les structures de force. Ils se rencontrent plus souvent que ne l'exige le service. Ils discutent de questions qui dépassent leurs compétences. Ils élaborent des plans. Des plans, répète Staline. Tout le monde élabore toujours des plans, Georges Konstantinovitch. La question est de savoir dans quelle mesure ces plans sont dangereux pour l'État et pour moi personnellement. Il ouvre le tiroir de son bureau, en tire une feuille vierge, saisit un crayon. Écrivez tout ce que vous savez, nom, date, lieu de rencontre, teneur des conversations, tous les détails dont vous pouvez vous souvenir et les coordonnées de votre Vinogradov. Demain, il sera interrogé. S'il confirme vos propos, nous poursuivrons. Sinon... Il ne termine pas la phrase, ce n'était pas nécessaire. Zhukov comprend déjà,
Si Vinogradov ne confirme rien, le maréchal pourra être accusé non seulement de détournement de trophées et de propos imprudents, mais aussi de calomnie envers un membre du Politburo, et cela relevait déjà d'un tout autre article. Joukov saisit le crayon. Sa main tremble de tension nerveuse, de fatigue, de la conscience qu'il joue sa dernière carte. Il commence à écrire, lentement, soigneusement, s'efforçant de n'omettre aucun détail. Le 15 février, hôpital du Kremlin. Conversation entre Beria et Konchalovsky. Le 20 février, rencontre entre Zaveniagin et Merkulov au restaurant Aragvi. Le 23 février, réunion chez Beria à sa datcha, à laquelle assistaient toutes les figures clés de son entourage. Chaque date, chaque nom, chaque détail, tout cela compose un tableau qui paraît convaincant, trop convaincant pour être une simple coïncidence, mais suffisamment flou pour laisser place au doute. Staline observe le processus en silence, fume sa pipe, plisse parfois les yeux, comme s'il évaluait la sincérité du maréchal. Enfin, quand Joukov termine et lui tend les feuilles remplies, le chef suprême les prend et les lit lentement, une fois, 2 fois, 3 fois. « Admettons, prononce-t-il en reposant les papiers, admettons que vous ayez raison, admettons que Beria prépare réellement quelque chose de ce genre. Question, que faire de cela ? L'arrêter immédiatement sur la base de rumeurs et de propos rapportés, cela provoquerait la panique parmi la direction. Tous penseraient qu'une nouvelle vague de purge commence, et la panique est mauvaise conseillère. « Je ne sais pas quoi faire, Yossif Vissarionovitch, répond honnêtement Joukov. Je suis un militaire, pas un tchéquiste. Je sais faire la guerre, pas tisser des intrigues. Je vous ai simplement transmis une information que je jugeais importante. La suite vous appartient. » Staline sourit. Pour la première fois de tout l'entretien, une expression proche de l'approbation apparaît sur son visage. « Voilà une réponse juste, Georges Konstantinovitch. Enfin, vous avez dit quelque chose de sensé. Oui, la suite est ma décision, et la décision est la suivante. » Il se lève, s'approche du coffre-fort dans le coin du bureau, l'ouvre, en tire un dossier, revient vers la table, jette le dossier devant Joukov. Demain matin, vous partirez pour le district militaire d'Odessa. L'ordre de votre nomination comme commandant du district est déjà préparé. Formellement, c'est une rétrogradation de Moscou vers la province. En réalité, c'est un moyen de vous soustraire au jeu qui se déroule ici, de vous mettre hors de portée du coup. Joukov regarde le dossier, n'en croyant pas ses oreilles. Odessa. Mais pourquoi ? Parce que, Georges Konstantinovitch, vous êtes devenu une pièce dans une grande partie dont vous ne comprenez pas les règles. Beria rassemble des éléments compromettants sur vous, je le sais. Il veut se servir de vous contre moi, ou vous éliminer comme un rival potentiel. D'autres membres du Politburo échafaudent également des plans, et vous y figurez aussi. Vous laisser à Moscou maintenant reviendrait à faire de vous une cible. Le chef suprême s'assoit, plante son regard dans celui du maréchal. À Odessa, vous serez relativement en sécurité, loin des intrigues de palais, loin de ceux qui veulent se servir de vous à leur propre fin. Et moi, je gagnerai le temps de régler le cas de Beria et de son entourage, sans bruit inutile, sans panique. Et si l'information sur Beria s'avère fausse, demande durement Staline, alors vous resterez à Odessa longtemps, ce sera votre châtiment pour calomnie, pour propos imprudents, pour détournement de trophées, un châtiment clément compte tenu de vos mérites, mais un châtiment tout de même. Il saisit sur la table l'ordre de nomination et le tend à Joukov. Mais si l'information s'avère juste, alors vous, sans le savoir vous-même, aurez sauvé non seulement votre propre vie, mais aussi l'État. Car un coup d'État organisé par le chef du ministère de l'Intérieur, c'est une catastrophe. La guerre civile, la dislocation du pays. Cela, on ne peut le permettre. Joukov prend l'ordre. Ses mains ne tremblent plus. Il comprend que c'est le meilleur dénouement sur lequel il pouvait espérer. Ni exécution, ni arrestation, ni camp, simplement un exil en province, un exil honorable avec conservation du grade et de la fonction. Quand dois-je partir ? Demain, le 3 mars, à 10 heures, depuis la gare de Koursk.
Le billet est déjà réservé, la garde assurera l'escorte. La route n'est pas sans danger, surtout pour un homme dans votre situation. » Staline se lève, signifiant que l'entretien est terminé. Zhukov se lève également. Ils se tiennent face à face, deux hommes ayant traversé la guerre, deux hommes dont chacun, à sa manière, a servi le pays et dont chacun ne fait pas confiance à l'autre. « Georges Konstantinovitch, » prononce le chef suprême en raccompagnant le maréchal vers la porte, « vous êtes un bon chef militaire, peut-être le meilleur que nous ayons, mais la politique n'est pas votre domaine. En politique, ce n'est pas le plus fort qui l'emporte, mais le plus rusé. Souvenez-vous-en. » « Je m'en souviendrai, Iosif Vissarionovitch. Et encore une chose, si l'information sur Beria se confirme, si je parviens à le neutraliser, vous l'apprendrez. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans des mois, mais vous l'apprendrez. Et alors vous comprendrez que la conversation d'aujourd'hui vous a sauvé la vie. » La porte s'ouvre, la sentinelle rend les honneurs. Zhukov sort dans le couloir et la porte se referme derrière lui. Il reste debout dans le couloir vide du Kremlin, tenant dans ses mains l'ordre de nomination, tentant de saisir ce qui vient de se produire. Il était venu ici s'attendant à une récompense, ou du moins à une conversation d'affaires ordinaire. Au lieu de cela, il a subi un interrogatoire, des accusations, une humiliation, et finalement un exil à Odessa. Mais il est resté vivant, resté libre. Et cela, compte tenu des circonstances, était une victoire. Le maréchal Zhukov se dirige vers la sortie du Kremlin. Derrière lui reste le bureau où se décident les destins de millions d'hommes. Devant lui, Odessa, la province, l'oubli. Il ne sait pas encore que dans quelques jours, l'homme qui vient de l'envoyer en exil mourra dans des circonstances mystérieuses. Il ne sait pas que l'information qu'il a transmise deviendra l'un des maillons de la chaîne d'événements menant à la chute de Beria. Il ne sait pas que l'histoire ne fait que commencer son jeu avec lui. Le 3 mars 1953 devait marquer, pour le maréchal Zhukov, le début d'une nouvelle vie en province. Au lieu de cela, ce jour allait devenir celui qui